Février 1944, un ingénieur allemand à Rheinmetall-Borsig regardait un autre prototype se briser en fragments. Les tubes à vide en verre avaient explosé au moment où l'obus d'artillerie avait tiré à nouveau. Le silence qui suivit était plus lourd que l'explosion elle-même. C'était le son d'une superpuissance à court de temps. Pour la 50e fois, ils avaient chassé un fantôme. Une arme que les Américains semblaient avoir conjurée de nulle part. Un obus qui pouvait détecter quand il était proche d'une cible et détonner automatiquement. Ils l'appelaient une fusée de proximité. Le concept était simple. L'ingénierie était censée être impossible. Pourtant, les rapports du renseignement suggéraient que les Américains avaient en quelque sorte résolu le problème. Des obus qui détonaient en plein vol avec une précision impossible. Des obus qui semblaient savoir quand ils étaient proches d'une cible. L'ingénieur allemand fixait les débris d'un autre test raté et se posait la même question que chaque ingénieur du Reich se posait. Qu'est-ce que les Américains avaient compris qu'ils ne pouvaient pas comprendre? Imaginez le désespoir de ces ingénieurs brillants sachant que chaque échec condamnait leurs soldats à mort certaine. Chaque artilleur depuis l'invention du canon avait rêvé de la même chose, un obus qui savait quand exploser. Pendant des siècles, les artilleurs avaient deux options. Des fusées de contact qui détonaient seulement lors d'un impact direct ou des fusées temporisées qui nécessitaient de calculer exactement combien de temps l'obus volerait avant d'atteindre la cible. Contre les avions, les deux options étaient presque inutiles. Les chances de marquer un coup direct sur un avion rapide étaient astronomiques. Les fusées temporisées nécessitaient des calculs parfaits qui n'étaient presque jamais parfaits. Les mathématiques étaient brutales. Les canons antiaériens tirant des fusées temporisées nécessitaient des milliers d'obus pour abattre un seul avion. Les estimations allaient de 2500 à plus de 10 000 selon les conditions. Un obus qui pouvait détecter quand un avion était à proximité et exploser automatiquement changerait tout. 5 à 10 fois plus mortel que tout ce qui existait. Chaque grande puissance comprenait cela. Les Britanniques y travaillaient depuis 1939. Les Allemands avaient commencé encore plus tôt au début des années 1930. Mais comprendre le concept et en construire un qui fonctionnait étaient des problèmes complètement différents. Le défi n'était pas de construire un capteur de proximité. Cette technologie existait déjà. Le défi était d'en construire un qui pouvait survivre à être tiré d'un canon. Quand un obus d'artillerie quitte le canon, il subit des forces qui détruiraient presque n'importe quel appareil électronique jamais fabriqué. Une accélération de 20 000 fois la force de gravité. Instantanée. Mais ce n'était pas seulement l'accélération linéaire. L'obus tourne à 25 000 tours par minute. La force centrifuge essayant de déchirer les circuits de l'intérieur vers l'extérieur. La température à l'intérieur du canon dépasse 1650 degrés Celsius pendant une fraction de seconde. Toute fusée de proximité aurait besoin de tubes à vide pour fonctionner comme un minuscule ensemble radar. Des tubes en verre, des filaments délicats, des circuits qui se briseraient en poudre sous ces forces. Chaque ingénieur qui étudiait le problème arrivait à la même conclusion. Cela ne pouvait pas être fait. La physique le rendait impossible. L'Allemagne avait la meilleure ingénierie de précision au monde. Ils construisirent la fusée V2. Ils construisirent des moteurs à réaction. Ils construisirent des systèmes de guidage qui pouvaient toucher des cibles à des centaines de kilomètres. Mais ils ne pouvaient pas construire un tube à vide qui survivait à être tiré d'un canon. L'Allemagne n'essaya pas une ou deux fois. Ils jetèrent tout dans le problème. Entre 1933 et 1945, l'armée allemande distribua 50 contrats de recherche séparés à différentes entreprises et universités. L'effort était fragmenté. La Luftwaffe et l'armée se disputaient les ressources au lieu de collaborer. Des fusées acoustiques qui écoutaient le bruit des moteurs. Des fusées électrostatiques qui détectaient les champs électriques. Des fusées infrarouges qui détectaient la chaleur. Des fusées radio qui fonctionnaient comme des ensembles radars miniatures. Des projets avec des noms de code comme Chronique, Fuchs, Marabu, Kakadu, Kugelblitz. Différentes équipes dans différentes entreprises attaquant le problème sous tous les angles. Rheinmetall-Borsig s'approcha le plus avec une conception électrostatique appelée Kugelblitz. Les tests à Kummersdorf montrèrent que cela fonctionnait réellement. Ils programmèrent la production pour mars 1945. Les forces alliées envahirent l'usine avant qu'une seule fusée opérationnelle ne soit produite. Malgré toutes ces approches diverses, chaque programme allemand heurta le même mur. La physique du canon restait invaincue. En 1944, le haut commandement allemand avait conclu qu'une fusée de proximité tirée par canon était théoriquement impossible. Ils concentrèrent leurs efforts sur les fusées pour missiles à la place,
où les forces d'accélération étaient plus douces. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait les frapper. Août 1940, les États-Unis n'étaient même pas encore en guerre. Mais un physicien nommé Merle Tuve à l'Institution Carnegie à Washington avait reçu une mission impossible. Construire une fusée de proximité qui pouvait être tirée depuis des canons antiaériens navals. La marine était terrifiée par ce que les avions japonais pourraient faire à la flotte du Pacifique. Ils avaient besoin d'une meilleure défense aérienne. Ils avaient besoin d'obus qui touchaient réellement leur cible. Tuve assembla une équipe dans ce qui deviendrait la section T du Comité national de recherche pour la défense. Leur espace de travail était le département de magnétisme terrestre, une installation qui étudiait normalement le champ magnétique terrestre. Maintenant, elle essaierait de résoudre un problème que toutes les autres nations avaient déclaré insoluble. Tuve comprit immédiatement que le tube à vide était la clé. S'il pouvait construire un tube qui survivait à 20 000 grammes d'accélération, tout le reste n'était que de l'ingénierie. S'il ne pouvait pas, rien n'importait. La solution vint d'une source inattendue, les appareils auditifs. Alors que l'Allemagne cherchait des réponses dans les grandes théories d'ingénierie, les chercheurs américains la trouvèrent dans l'électronique grand public. C'était un moment typiquement américain, découvrir une arme de guerre dans les outils de la vie quotidienne. Raytheon et d'autres entreprises américaines avaient passé des années à miniaturiser les tubes à vide pour l'industrie des appareils auditifs. Des tubes minuscules de la taille d'une gomme de crayon, conçus pour être suffisamment robustes pour un usage quotidien. Un jeune physicien nommé James Van Allen, le même Van Allen qui découvrirait plus tard les ceintures de radiation entourant la Terre, passa près d'un an à travailler avec ces tubes miniatures. La percée fut contre-intuitive. Ils noyèrent les minuscules tubes de verre dans des blocs de cellulose d'éthyle, une résine plastique spécifique qui n'était ni trop cassante ni trop molle. Le matériau distribuait la force G uniformément à travers les composants, leur permettant de fléchir légèrement au lieu de se briser. Ils tirèrent des obus d'essai depuis un canon fait maison en tuyaux de gaz, les récupérant dans un champ de fermier pour voir ce qui survivait. Ils laissèrent tomber des tubes du haut de bâtiment. Ils leur tirèrent dessus avec des balles de calibre 22. Début 1941, ils avaient des tubes à vide qui pouvaient résister à 22 000 grammes d'accélération. Les meilleurs ingénieurs allemands avaient déclaré cela impossible. Les chercheurs américains le résolurent en moins d'un an. Ressentez-vous l'ingéniosité désespérée de ces scientifiques américains sauvant des milliers de vies avec leur génie créatif? Un tube fonctionnel n'était que le début. Maintenant, ils devaient construire un ensemble radar entier assez petit pour tenir dans le nez d'un obus d'artillerie. Chaque fusée nécessitait 130 pièces électroniques miniaturisées. 5 des tubes spéciaux de Van Allen. Une minuscule batterie qui s'activait seulement quand l'obus était tiré. Des circuits qui devaient fonctionner parfaitement après avoir subi des forces qui écraseraient un être humain en pâte. La batterie seule était un miracle d'ingénierie. Les batteries standards se déchargeaient en restant stockées. National Carbon Company en conçut une où le choc de tir de l'obus lui-même brisait une ampoule de verre, libérant un fluide qui activait la batterie au moment où elle était nécessaire. Les caractéristiques de sécurité utilisaient la rotation de l'obus. Les composants étaient délibérément désalignés jusqu'à ce que la force centrifuge les fasse tourner en position, empêchant la détonation accidentelle pendant la manipulation. En août 1942, la fusée était prête pour les tests. Les batteries de canon à bord du croiseur USS Cleveland tirèrent des munitions à fusée de proximité sur des avions drones radiocommandés au-dessus de la baie de Chesapeake. Le test était censé prendre 2 jours. Ils détruisirent les 3 drones dans les premières heures. 4 obus, 3 destructions. La production de masse commença en septembre 1942. L'échelle était stupéfiante. Plus de 100 entreprises fabriquèrent des composants de fusées. Plus de 2000 fournisseurs et sous-fournisseurs contribuèrent des pièces. RCA, Eastman Kodak, Sylvania, General Electric, Westinghouse. Toute l'industrie électronique américaine se mobilisa. À son apogée, ce seul composant dévorait un quart de la production entière de l'industrie électronique américaine. Le programme coûterait finalement environ $1 milliard, environ 15 à 20 milliards en argent d'aujourd'hui. C'était l'un des 3 plus grands projets de développement d'armes de la guerre, aux côtés seulement de la bombe atomique et du radar. Le coût par fusée chuta de $732 en 1942 à $18 en 1945 alors que l'efficacité de fabrication s'améliorait. À la fin de la guerre, les usines américaines avaient produit plus de 22 millions de fusées de proximité. La fusée était classifiée au même niveau que la bombe atomique.
Son existence était l'un des secrets les plus étroitement gardés de la guerre, et le Pentagone était terrifié par ce qui se passerait si les Allemands en capturaient une. La fusée de proximité fonctionnait trop bien. Cela devint son propre problème. Le commandement militaire craignait que si les Allemands récupéraient un obus non explosé, ils pourraient faire de la rétro-ingénierie de la technologie. Des obus antiaériens allemands à fusée de proximité pourraient dévaster les formations de bombardiers alliés. Le Pentagone imposa des restrictions strictes. La fusée ne pouvait être utilisée qu'au-dessus de l'eau où les ratés couleraient et seraient irrécupérables. Les navires de la marine dans le Pacifique étaient autorisés à les utiliser contre les avions japonais. Mais les forces terrestres en Europe étaient interdites d'utiliser l'artillerie à fusée de proximité contre les troupes allemandes. Le risque qu'un raté tombe entre les mains de l'ennemi était trop grand. La restriction tint pendant 1943 et la majeure partie de 1944. Les soldats alliés combattirent et moururent en Normandie dans le bocage à travers la France sans accès à une arme qui aurait pu sauver des milliers de vies. C'était le paradoxe agonisant de la fusée VT. Un sauveur de vie qui restait dans une boîte. Un miracle gardé sous clé pendant que les listes de pertes s'allongeaient. Les fusées restaient dans les entrepôts en attendant. Puis 20 décembre 1944, 16 décembre 1944. Les forces allemandes lancèrent leur dernière offensive majeure à travers la forêt des Ardennes. La bataille des Ardennes prit les forces alliées complètement par surprise. Les blindés allemands défoncèrent les lignes américaines. Des divisions entières furent encerclées ou détruites. La situation était désespérée. Le commandant suprême Dwight Eisenhower connaissait la fusée de proximité depuis des mois. Il l'avait regardée rester dans les entrepôts pendant que ses hommes mouraient en combattant avec des armes inférieures. Maintenant, avec l'offensive allemande menaçant de diviser ses armées en deux, Eisenhower exigea l'autorisation d'utiliser les fusées. Il n'a pas demandé, il a exigé. La résistance du Pentagone s'effondra. En quelques jours après l'attaque allemande, toutes les restrictions sur l'utilisation de la fusée de proximité furent levées. 200 000 obus avec des fusées VT, nom de code POSI, furent précipités vers les unités d'artillerie à travers les Ardennes. Les artilleurs qui n'avaient jamais vu l'arme reçurent une formation hâtive. Les Allemands n'avaient aucune idée de ce qui arrivait. En quelques jours, les premiers barrages d'artillerie à fusée de proximité frappèrent les positions allemandes. L'effet fut instantané et dévastateur. Les obus qui s'étaient toujours enterrés dans le sol avant d'exploser détonaient maintenant à 9 à 15 mètres dans les airs. Les éclats d'obus pleuvaient sur tout en dessous. Les trous de renard n'offraient aucune protection. Les bunkers renforcés de rondins étaient pénétrés. Il n'y avait nulle part où se cachaient des obus qui explosaient au-dessus de vous. Ce n'étaient pas seulement les éclats qui brisèrent les lignes allemandes, c'était l'impuissance. Quand votre trou de renard devient une cible au lieu d'un sanctuaire, la volonté de combattre disparaît. Dans l'aveuglement du brouillard des Ardennes, les obus américains trouvaient leur cible avec une autonomie terrifiante. Chaque barrage attrapait des troupes à découvert qui pensaient être en sécurité. Les prisonniers de guerre décrivaient les attaques comme des rafales rapides et puissantes pour lesquelles il n'y avait simplement aucune défense. Ils émergeaient des barrages dans un état hébété, incapables de comprendre ce qu'ils avaient vécu. En quelques jours, les commandants allemands remarquèrent quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Les soldats allemands commencèrent à refuser les ordres. L'armée allemande ne s'arrêta pas simplement. Elle se figea dans un état de choc collectif. Quand l'artillerie commençait à tomber, les troupes ne quittaient pas leurs bunkers. Les officiers qui ordonnaient aux hommes d'avancer pendant les bombardements se retrouvaient ignorés. L'efficacité des obus à éclatement aérien avait brisé quelque chose de fondamental. Près de Malmedy, l'artillerie américaine attrapa des troupes SS à découvert. Certains soldats coururent directement vers le canon américain, criant camarades, se rendant dans le feu d'artillerie plutôt que d'endurer un autre moment sous les éclatements aériens. Le 23 décembre, le renseignement estimait que plus de 2000 soldats allemands avaient été tués par des obus à fusée de proximité dans un seul secteur. Les commandants allemands offrirent des récompenses à tout soldat qui pourrait récupérer un obus américain non explosé avec sa fusée intacte. Ils avaient besoin de comprendre à quoi ils faisaient face. Ils avaient besoin de savoir s'ils pouvaient le copier. Aucun ne fut jamais récupéré. Le général George Patton fut le premier commandant supérieur à comprendre ce que la fusée de proximité signifiait pour la guerre. Fin décembre, la 3e armée de Patton attrapa un bataillon allemand tentant de traverser la rivière Sud. L'artillerie américaine tira un barrage concentré avec les nouvelles fusées. Les résultats furent comptés précisément.
702 soldats allemands tués dans un seul engagement. Patton écrivit immédiatement au département de la guerre. Il l'appela la fusée amusante. Il dit que le nouvel obus était dévastateur. Il dit que quand toutes les armées obtiendraient cette arme, quelqu'un devrait concevoir une toute nouvelle méthode de guerre. Puis il ajouta les mots qui capturaient tout. Il était content que les Américains y aient pensé en premier. L'évaluation de Patton était brutale et précise. La fusée de proximité avait changé les mathématiques du combat terrestre. Les positions défensives qui avaient protégé les soldats pendant des siècles étaient maintenant des pièges mortels. Après la guerre, les enquêteurs alliés examinèrent les programmes allemands de fusées de proximité. Ils voulaient comprendre pourquoi les meilleurs ingénieurs de précision au monde avaient échoué. La réponse se résumait à deux facteurs travaillant l'un contre l'autre. L'Allemagne ne développa jamais une industrie électronique grand public qui nécessitait des composants robustes miniaturisés. Les entreprises américaines d'appareils auditifs avaient déjà résolu ce problème pour des raisons commerciales avant même que l'armée ne le demande. Et pendant que les scientifiques américains s'unifiaient sous la section T avec un seul objectif, la recherche allemande était une maison divisée. La Luftwaffe et l'armée se disputant les ressources sur des tubes à vide qu'ils ne pouvaient même pas faire fonctionner. Pendant ce temps, les usines américaines les produisaient par millions. L'Allemagne essaya 50 fois de construire une fusée de proximité. 50 programmes, 50 échecs. La physique était comprise. L'ingénierie était à portée de main. Mais la base de fabrication qui pouvait la faire fonctionner n'existait tout simplement pas en Allemagne. Elle existait en Amérique, dans des usines qui fabriquaient des appareils auditifs avant de fabriquer des armes. 50 tentatives, tout échouèrent. Et les Américains n'en eurent besoin que d'une. Comprenez-vous maintenant comment l'ingéniosité américaine transforma une technologie civile humble en arme salvatrice de milliers?